Bonjour, bonsoir à tous. La dernière fois qu'on s'est quitté, je vous avais promis de vous parler de Rome, de sa fondation jusqu'à la période où on arrive au début du jeu. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire ici. Mais on va le faire en deux vidéos, parce que je suis généreux, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Et sans transition, générique. C'est bon, ça tourne? Parfait. Tout commence en moins 1150, à la chute de Troie avec Énée. Déjà, cet Énée, il faut savoir que c'est le fils d'Aphrodite, c'est donc un demi-dieu. Qui plus est, c'est un héros troyen, reconnu comme étant un des remparts de la ville. Mais malgré son courage, lorsque la ville tombe, il est obligé de fuir la ville, emportant avec lui son père, Anchise, son fils Ascagne, ses compagnons d'armes, et accessoirement sa femme. Il s'embarque alors pour un long voyage en Méditerranée, afin de fonder une nouvelle Troie, comme les dieux le lui ont demandé. Et comme vous en doutez, on ne refuse jamais rien à un dieu. D'ailleurs, les dieux lui ont demandé d'abandonner sa femme au cours du trajet aussi. Il a pas refusé évidemment. Puis de toute façon, c'était qu'une femme. Quoi qu'il en soit, après quelques péripéties, Énée arrive finalement en Italie, où il rencontre Lavinius, le roi des Latins. Ce roi, par un heureux concours de circonstances, lui offre la main de sa fille, Lavinia, ce qui lui permet d'hériter de la ville de Lavignou, dont il sera roi. Comme quoi, les dieux ont bien fait de lui faire quitter sa femme. Mais ce n'est pas fini, car c'est maintenant au tour du fils d'Énée, Ascagne, de rentrer dans le jeu. Alors déjà, nous on va arrêter de l'appeler comme ça, parce que c'est son nom grec. Nous, on va l'appeler par son nom latin, Iule. D'ailleurs, dans le jeu, nous incarnons une famille, la Gensiulia. Et bien cette famille, c'était justement descendre de Iule. Ce Iule, alors en pleine rébellion avec l'autorité parentale, décide de quitter la cité de son père pour fonder sa propre cité. Albe la Longue, à quelques pas de là. Une fois la cité fondée, les choses se tassent un petit peu pendant 12 générations, où les descendants de Iule se succèdent sur le trône de la cité. Mais les choses changent pendant le règne de Numitor. En effet, ce roi est chassé du pouvoir par son frère, Amulius, qui fait tuer tous ses fils et fait de sa seule fille, Rhea Silvia, une vestale, c'est-à-dire une prêtresse vouée à la chasteté. Mais, alors que Rhea Silvia faisait tranquillement son travail de prêtresse, Mars, le dieu de la guerre, passe par là, et la trouvant plutôt sympa, décide de tirer son coup avec elle. De cette douce union naissent deux jumeaux, Rémus et Romulus. Nos deux héros sont alors abandonnés par leur mère, qui évidemment étant une vestale ne peut avoir d'enfants, et ils sont alors emportés au rythme du courant sur le fleuve qui passait par là. Ils voguent ainsi au gré des flots et s'échouent sur les rives du Palatin, qui est une des collines de Rome. Ils sont alors recueillis par une louve, puis par un berger qui les élèvera jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Une fois adultes, ils s'en allèrent remettre leur grand-père Numitor en place sur le trône d'Albe la Longue. Et une fois cela fait, ils quittèrent leur ville natale pour fonder leur propre cité, là où leur berceau s'était échoué quelques années plus tôt. Une fois sur place, ils décident de laisser les dieux choisir qui sera le fondateur de cette cité. Et pour savoir la volonté de ces derniers, ils décident de faire une prise d'hospice. Bon, comme Octave n'a pas pris la peine de vous dire c'est qu'un hospice, je vais m'en charger. Eh bien un hospice c'est très simple, c'est un signe divin envoyé aux hommes, qui peut se traduire aussi bien par l'appétit d'un poulet sacré que par la vue d'un vautour. Bon visionnage. Rémus aperçoit 6 vautours en premier, Romulus en aperçoit 12, mais en second. Romulus, se considérant alors comme étant choisi par les dieux, commence à tracer le sillon sacré de sa cité. Et Rémus, fou de rage, décide de provoquer son frère en franchissant ce sillon sacré. Romulus, alors complètement maître de lui-même, décide, comme chacun d'entre nous l'aurait fait, de tuer son frère. Nous sommes alors en moins 753 et Rome est née. C'est bon Rodrigo, j'ai fini. Merci Octave. Bon, comme vous en doutez, la fondation de Rome ne correspond pas vraiment à ce qu'Octave vient de vous raconter. Arrête de leur mentir. Comprenez-le, la nouvelle a du mal à passer. En fait, dans ce genre de situation, c'est très dur de démêler le vrai du faux, et la seule chose que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que l'ensemble de ce mythe n'est pas vrai. D'ailleurs, ce que l'on sait et ne sait pas de cette fondation est tellement complexe que ça me prendrait une vidéo entière pour vous en parler, vidéo qui viendra un jour, mais pas tout de suite parce qu'on n'a pas le temps, bref. Pour le moment, ce qu'il vous faut retenir, c'est que le site de Rome est habité depuis au moins le Xe siècle, avant Jésus-Christ évidemment. L'habitat se concentrant d'abord sur les collines, puis se regroupant petit à petit vers ce que l'on a ensuite appelé le Forum. C'est environ vers le 9e siècle que Rome est réellement née. Bon, comme on a déjà vu pas mal de choses pour le moment, je vous laisse une pause de 5 secondes. La pause est terminée. Mais cette cité de Rome, c'est qui la dirige? Bon, je sais, la transition est pas ouf, mais au moins la question est légitime. Eh bien c'est très simple, à sa fondation, Rome est dirigée par des rois. Et des rois à Rome, il n'y en a pas eu un, ni deux, mais 7. Et ce premier roi, vous le connaissez déjà, car c'est Romulus. Car oui, quitte à fonder une cité, autant régner dessus, surtout quand on a tué son frère pour la bâtir. Retenez bien ça les enfants.
Le règne de Romulus est un des règnes que l'on connaît le mieux, et c'est d'ailleurs un règne qui est marqué par une politique de peuplement de la cité. Cette politique s'illustre lors de l'enlèvement dit des Sabines, que je ne prendrai pas la peine de résumer en entier. Retenez juste que c'est un enlèvement de femmes assez classique pour l'Antiquité. Mais cette politique s'illustre aussi par l'assimilation progressive des Sabins, après leur conquête, et par la mise en place à Rome d'un asileum, c'est-à-dire un lieu d'accueil pour chacun, où l'on peut recevoir la citoyenneté romaine. Mais toute chose a une fin, et Romulus finit par disparaître. Mais il ne meurt pas comme nous, simples mortels. Oh non. Lui, il disparaît lors d'un orage, rien que ça. C'est sûr que ça a des avantages d'être demi-dieu. Succède alors sur le trône un Sabin, Numa Pompilius, qui est un roi pacifiste et qui aurait organisé la pratique de la religion à Rome. Bref, rien de passionnant. À sa mort, arrive au pouvoir Tullus Hostilius, qui est un roi guerrier comme on les aime. Il aurait mené une grande politique de conquête qui aurait notamment permis la prise de la ville d'Albe la Longue. Vient ensuite Ancus Marcius, un roi couteau suisse. Il aurait à la fois redonné une place importante à la religion à Rome, mené des guerres contre les Latins, les Étrusques et les Sabins, aménagé la ville grâce au butin gagné et permis à la ville de se développer démographiquement en déportant des populations vaincues. Bref, ce qu'on aurait tous fait à sa place. Commence ensuite la période des rois étrusques. Pourquoi étrusques? Tout simplement parce que c'était leur origine. Le premier de ces rois est Tarquin l'Ancien. Il aurait mené une politique de conquête face aux Latins, Étrusques et Sabins et aurait aménagé la ville de Rome grâce au butin gagné. Ça devient un peu routinier, non? Eh bien justement, ça a changé un petit peu, car les derniers rois sortent de l'ordinaire. En effet, Servius Tullius, l'homme qui succédera à Tarquin l'Ancien, est considéré comme étant le fondateur de l'organisation militaire et politique de la cité. Et son gendre qui le tuera pour prendre sa place, Tarquin le Superbe, aura l'immense privilège d'être le dernier roi de Rome. En réalité, Tarquin le Superbe n'a pas fait que ça, mais bon, le reste de son règne étant des guerres contre les Latins, les Étrusques et les Sabins, et un aménagement de Rome grâce au butin gagné, ne permet pas vraiment de le faire sortir de la norme. Surtout que pour les Romains, il est associé à une utilisation tyrannique du pouvoir. D'ailleurs, fun fact, son nom superbe veut en réalité dire orgueilleux. Bon, c'est plus fact que fun. Voilà. Ce roi, comme je vous le disais, est le dernier roi de Rome. En effet, en 509 avant Jésus-Christ, il sera chassé de la cité, et à ce moment-là, Rome entrera dans une nouvelle période, celle de la République. Mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses. Mais restez un petit peu parce que j'ai encore deux choses à vous dire. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que tout ce que je vous raconte est vérifiable dans ce livre, La République romaine de l'âge d'or à l'âge de sang de Jean-Claude Lacan, qui est loin d'ailleurs d'être une brêle en histoire romaine. Donc si vous n'aimez pas mes vidéos mais que vous aimez quand même l'histoire romaine, vous pouvez vous l'acheter ce livre, pour un prix très raisonnable, évidemment. La deuxième chose dont j'ai à vous parler, c'est le planning des vidéos. Comme vous l'avez compris, une vidéo va bientôt sortir qui parlera des premiers pas de la République jusqu'à la Première Guerre punique. Et si vous ne savez pas ce qu'est la Première Guerre punique, abonnez-vous pour ne pas le manquer. Quelle stratégie intéressante. Autre chose, oui, le let's play narratif est actuellement en préparation. Il sortira d'ici bientôt, ce qui est quand même dans très peu de temps, donc restez abonnés pour ne pas le louper. On se retrouve bientôt, d'ici là, pensez à bien vous hydrater. Au revoir. Et du coup, là, on n'a pas de générique. Ouais, c'est parce que j'ai préféré réserver les génériques pour les let's play narratifs. Parce qu'ils sont plus badass, c'est ça? Non, c'est badass aussi l'histoire, c'est différent. Ouais, c'est ça. C'est différent.